Un homme ouvre les yeux dans une base militaire et il ne sait pas encore qu'il est déjà condamné. Devant lui, il y a des soldats, des ordres, des hélicoptères, des armures lourdes, une guerre mondiale contre des créatures venues d'ailleurs. Mais le vrai piège n'est pas seulement cette guerre. Le vrai piège, c'est le temps lui-même. Dans Edge of Tomorrow, mourir n'est pas une fin, c'est une punition, une répétition, une salle d'entraînement invisible où chaque erreur se paie avec une nouvelle agonie. Et c'est là que le film trouve sa force. Il ne donne pas à son héros une grande destinée dès le départ. Il ne lui offre pas une noblesse immédiate, ni un courage naturel, ni une envie sincère de sauver le monde. William Cage n'est pas un guerrier. C'est même presque l'inverse. C'est un homme qui vend la guerre avec des mots, des sourires, des interviews, des slogans propres, pendant que d'autres se salissent les mains sur le front. Avant d'être obligé de mourir encore et encore, Cage est surtout un spécialiste de l'image. Il porte l'uniforme, mais il n'a pas l'âme d'un soldat. Il sait comment parler aux caméras, comment rassurer les populations, comment transformer une catastrophe militaire en message d'espoir. Il appartient à cette partie confortable de la guerre où le danger reste loin, encadré, maîtrisé par le langage. Lui, il ne tue pas. Il raconte que les autres vont gagner. Le monde, lui, n'a plus ce luxe. La Terre est attaquée par une force extraterrestre qu'on appelle les Mimics. Leur nom semble presque simple, presque technique, mais leur présence a quelque chose de cauchemardesque. Ils ne ressemblent pas à des envahisseurs lents ou majestueux. Ils surgissent comme des éclats de métal vivant, rapides, nerveux, imprévisibles. Ils ne combattent pas seulement avec la force. Ils combattent avec une avance monstrueuse, comme s'ils connaissaient déjà les mouvements de l'humanité avant même qu'elle les fasse. L'Europe est dévastée. Les armées humaines se regroupent, se réorganisent, cherchent une victoire qui puisse prouver que l'invasion peut être stoppée. Et au milieu de cette résistance, une figure est devenue une légende. Rita Vrataski. On l'appelle l'ange de Verdun. Ce surnom n'est pas là pour décorer le personnage. Il contient déjà tout un mythe. Verdun, dans l'imaginaire européen, évoque la guerre totale, la boue, l'horreur, l'usure, l'endurance. En donnant à Rita ce surnom, le film ne la présente pas simplement comme une combattante impressionnante. Il la transforme en symbole. Elle est celle qui a survécu là où les autres tombaient. Celle qu'on montre aux soldats pour leur faire croire que la victoire est possible. Celle qu'on imprime sur les affiches, qu'on filme dans les reportages, qu'on brandit comme une preuve vivante que l'humanité a encore une chance. Mais Edge of Tomorrow ne se contente jamais de croire totalement à ses propres images de propagande. Le film sait que derrière une icône, il y a une personne. Derrière le surnom, il y a un corps fatigué. Derrière la guerrière parfaite, il y a une histoire de douleur, de répétition, de perte. Et cette vérité, Cage ne peut pas la comprendre au début parce qu'il vit encore dans le monde des apparences. Son arrivée à Londres montre parfaitement ce décalage. La guerre est déjà immense, mais Cage se comporte encore comme quelqu'un qui pense pouvoir négocier avec elle. Il rencontre le général Brigham, un homme froid, rigide, déterminé à lancer une grande offensive contre les Mimics. L'opération qui se prépare doit frapper l'ennemi de manière décisive. Dans les discours, cela ressemble à une libération. Dans la réalité, cela sent déjà le massacre. Brigham veut envoyer Cage sur le terrain avec les troupes, pas comme simple observateur lointain, pas comme conseiller protégé, sur le front, avec une caméra, oui, mais au milieu des soldats. Pour Cage, c'est impensable. Son visage change immédiatement, parce que derrière son assurance de communicant, il y a une peur très humaine. Il ne veut pas mourir pour une guerre qu'il a seulement appris à vendre. C'est ici que Tom Cruise joue quelque chose de très intéressant. Le film utilise son image habituelle de star d'action contre lui. Le spectateur connaît Tom Cruise comme un héros capable, intense, souvent prêt à courir vers le danger. Mais William Cage, au départ, fuit ce rôle. Il essaie de manipuler la conversation. Il sourit, il argumente, il menace presque. Il cherche une sortie administrative, une faille dans la chaîne de commandement, une manière de rester dans le confort du récit officiel sans entrer dans le sang réel. Mais le général ne joue pas au même jeu. Cage comprend trop tard que son grade ne le protège pas, son éloquence ne le protège pas, son uniforme propre ne le protège pas. En quelques minutes, il passe de l'homme qui contrôle le message à l'homme que le système écrase.
Il est arrêté, neutralisé, envoyé dans une base militaire comme un simple déserteur potentiel. Son identité est retournée contre lui. On ne le traite plus comme un major respecté, mais comme une recrue suspecte qui doit obéir. Ce renversement est brutal, et il est essentiel. Le film ne veut pas simplement placer Cage sur un champ de bataille. Il veut d'abord lui enlever toutes ses armes habituelles, son statut, sa parole, son influence, sa capacité à convaincre. Quand il se réveille à Heathrow, transformé en base militaire gigantesque, Cage est déjà dans une boucle avant même que la boucle temporelle commence vraiment. Une boucle d'humiliation, d'impuissance, de perte de contrôle. Autour de lui, tout bouge trop vite. Les soldats se préparent pour l'invasion. Les exosquelettes de combat sont alignés, lourds, mécaniques, presque absurdes pour quelqu'un qui n'a jamais appris à les utiliser. Les ordres tombent. Les visages sont durs. La guerre n'a plus rien de propre. Elle sent le métal, la sueur, la fatigue, l'attente de la mort. Cage est confié au sergent Farrell, joué par Bill Paxton, avec une énergie presque théâtrale, pleine de slogans militaires et de discipline brutale. Farrell appartient à un autre monde que Cage. Il croit à la transformation par l'obéissance, à la force du groupe, à l'idée qu'un soldat naît vraiment quand il cesse de se croire spécial. Sa manière de parler est souvent drôle. Mais derrière l'humour, il y a une logique implacable. Ici, personne ne s'intéresse à ce que Cage était hier. Ce qui compte, c'est ce qu'il fera demain matin quand les portes de l'enfer s'ouvriront. Et Cage ne sait rien faire. Il ne sait pas manier son armure. Il ne sait pas se battre. Il ne connaît pas ses camarades. Il ne comprend pas la mécanique de l'escouade J, cette unité où on le jette comme un poids mort. Les autres soldats le regardent avec méfiance, parfois avec mépris, parce qu'ils sentent immédiatement qu'il n'est pas des leurs. Ils portent le même uniforme, mais pas la même expérience. Ils partagent leur destination, mais pas leur préparation. Cette partie du film est très efficace parce qu'elle installe la peur de manière presque administrative. Pas besoin d'un monstre immédiatement devant la caméra. La terreur vient du compte à rebours. Cage sait qu'il va partir au combat. Il sait qu'il n'est pas prêt. Il sait qu'il ne pourra pas convaincre la guerre de l'épargner. Chaque minute dans la base est une marche vers une mort probable. Et pendant ce temps, le monde continue de faire semblant d'être organisé. Les soldats embarquent. Les appareils décollent. L'offensive est présentée comme une opération massive, coordonnée, presque victorieuse avant même d'avoir commencé. C'est une illusion que le cinéma de guerre connaît bien. La grande machine militaire donne l'impression de puissance. Mais dès que le chaos réel arrive, les plans se brisent. Edge of Tomorrow va pousser cette idée très loin, parce que l'ennemi ne se contente pas de résister. Il semble attendre les humains exactement là où ils arrivent. Dans le transport aérien, Cage est enfermé avec des hommes et des femmes qui, eux aussi, essaient de masquer leur peur. Certains plaisantent, certains crient, certains répètent des gestes connus. Cage, lui, est prisonnier de son armure et de sa panique. Il ne contrôle même pas la sécurité de son arme. C'est un détail presque comique, mais il devient terrifiant parce que sur un champ de bataille, l'incompétence n'est pas une faiblesse abstraite. C'est une condamnation. Puis, tout bascule. Le débarquement ne ressemble pas à une victoire. Il ressemble à une exécution massive. Les appareils sont touchés avant même que les soldats puissent comprendre ce qui se passe. Le ciel se remplit de feu, de débris, de cris. La plage qui devait devenir le théâtre d'une reconquête devient un piège ouvert. Les mimiques surgissent partout, rapides, violents, impossibles à lire. Les humains n'ont pas l'initiative. Ils ne prennent pas l'ennemi par surprise. C'est l'ennemi qui les a déjà pris au piège. Cage tombe dans ce cauchemar sans préparation. Chaque chose autour de lui dépasse sa capacité à réagir. Les soldats meurent. Les armures explosent, les ordres se perdent dans le bruit. Le monde devient une série de dangers incompréhensibles. Il ne peut pas se cacher derrière une phrase bien construite. Il ne peut pas demander une nouvelle affectation. Il ne peut pas négocier avec la mort. Et c'est précisément là que le film commence à révéler sa vraie mécanique. Dans ce premier chaos, Cage voit Rita Vrataski. Pas comme une affiche. Pas comme un symbole bien éclairé par la propagande. Il la voit dans la réalité sale du combat, au milieu des explosions, armée de son immense épée, avançant avec une précision qui semble presque impossible. Elle est tout ce que Cage n'est pas, entraînée, concentrée, directe, déjà adaptée à l'enfer. Mais même Rita ne peut pas sauver cette bataille. La plage est perdue.
Les soldats tombent les uns après les autres. Cage survit quelques instants, non pas grâce à son courage, mais grâce à une combinaison de hasard, de panique et d'instinct. Il se retrouve face à un mimique différent, plus grand, plus rare, un alpha. Dans la logique secrète du film, cette rencontre est capitale. Mais à cet instant, pour Cage, ce n'est qu'un monstre de plus, une mort de plus, une fin incompréhensible au milieu d'un massacre. Il parvient à le tuer en déclenchant une explosion, mais le sang de la créature le recouvre. Un liquide étrange, brûlant, envahissant. Et au moment où Cage meurt, quelque chose se transfère. Quelque chose s'accroche à lui. Le film ne l'explique pas encore complètement, et c'est mieux ainsi. Parce que le spectateur doit d'abord vivre l'événement comme Cage le vit. Sans réponse, sans contrôle, avec seulement une sensation impossible. La mort arrive, puis les yeux s'ouvrent. Cage se réveille exactement là où nous l'avons déjà vu, à Heathrow, au début de sa descente. Même position, même lumière, même confusion. Le monde a reculé, la journée recommence. Et soudain, Edge of Tomorrow change de nature. Ce n'est plus seulement un film d'invasion extraterrestre. C'est une prison temporelle. Une guerre où le héros doit utiliser sa propre mort comme méthode d'apprentissage. Au début, Cage ne comprend pas. Comment pourrait-il comprendre ? Le corps se souvient de la terreur, mais le monde autour de lui agit comme si rien n'était arrivé. Les mêmes soldats répètent les mêmes phrases. Farrell lui tient le même discours. L'escouade J réagit de la même manière. Tout recommence avec une précision insupportable. Ce qui, pour les autres, est une journée nouvelle, et pour Cage le retour exact d'un cauchemar. C'est une idée simple, mais redoutable. Et si la seule façon de devenir meilleur était de payer chaque leçon par une mort réelle ? Le film ne transforme pas immédiatement Cage en héros. Il le laisse d'abord être ridicule, paniqué, maladroit, dépassé. Et c'est justement ce qui rend son parcours satisfaisant. Il ne reçoit pas soudainement du courage comme un cadeau magique. Il va devoir le fabriquer, morceau par morceau, à travers l'échec, la douleur, la répétition. Chaque boucle va lui apprendre une chose. Où tomber ? Qui va mourir ? Quel danger arrive en premier ? Quelle seconde compte ? Quel geste peut sauver une vie ou en perdre une autre ? Mais avant de devenir une arme, Cage doit accepter une vérité terrible. Dans cette guerre, il est déjà mort. La seule question, maintenant, c'est combien de fois il faudra mourir pour comprendre comment gagner. La deuxième fois que Cage se réveille à Heathrow, le monde n'a pas changé. C'est lui qui a changé. Autour de lui, tout se répète avec une précision presque insultante. Le même soldat lui adresse les mêmes mots. Les mêmes bruits remplissent la base. Les mêmes regards se posent sur lui. Le sergent Farrell arrive avec la même énergie, la même certitude, la même foi militaire qui ne laisse aucune place au doute. Pour tous les autres, cette journée commence. Pour Cage, elle recommence. Et cette différence est insupportable. Le film prend alors une décision très intelligente. Il ne fait pas de Cage un homme qui comprend instantanément les règles. Il ne se relève pas en disant qu'il est dans une boucle temporelle avec calme et méthode. Il réagit comme beaucoup réagiraient. Il panique, il essaie d'expliquer. Il cherche à prévenir. Il tente d'utiliser son savoir nouveau pour reprendre le contrôle. Mais le problème, c'est que la vérité qu'il possède est trop étrange pour être acceptée. Comment convaincre des soldats que la journée a déjà eu lieu ? Comment expliquer que le débarquement est un piège, que les Mimics attendent l'armée humaine, que tout le monde va mourir sur cette plage ? Cage connaît la catastrophe, mais il n'a aucune preuve. Son visage porte la peur, mais son histoire ressemble à la folie. Farrell ne l'écoute pas. L'escouade J ne l'écoute pas. Le système militaire ne l'écoute pas. Et c'est là que la boucle devient plus cruelle qu'un simple retour dans le temps. Elle ne donne pas seulement une seconde chance. Elle oblige Cage à revivre l'impuissance de ne pas être cru. La journée avance quand même. Les mêmes préparatifs, les mêmes armures, les mêmes plaisanteries nerveuses, les mêmes gestes avant le départ. Cage, maintenant, sait ce qui attend tout le monde, mais il ne peut pas arrêter la machine. L'offensive est trop grande, trop verrouillée, trop certaine d'elle-même. Un homme paniqué ne peut pas stopper une guerre mondiale avec quelques phrases. Alors il retourne dans l'appareil. Il retourne vers la plage. Il retourne vers la mort. Mais cette fois, il a un avantage minuscule. Il sait. Il sait que l'appareil va être touché. Il sait que le chaos va surgir avant même que les soldats puissent former une ligne. Il sait que certains vont tomber à certains endroits. Il sait que la plage n'est pas une zone de débarquement, mais une bouche ouverte.
Pourtant, connaître le danger n'est pas encore savoir lui survivre. C'est une nuance essentielle. Cage possède des informations, mais son corps n'a pas encore la capacité de les utiliser. Il peut anticiper une explosion, mais il ne sait pas encore où se placer. Il peut reconnaître un moment, mais pas forcément l'éviter. Il peut voir venir la mort, sans être assez rapide pour lui échapper. Et c'est ce qui rend les premières boucles si efficaces. Le film montre que l'expérience ne devient utile que lorsqu'elle traverse le corps, pas seulement l'esprit. Cage meurt encore, puis il se réveille encore. À chaque retour, la base devient un théâtre cruel. Les mêmes phrases qui semblaient ordinaires au premier passage deviennent presque mécaniques. Les visages familiers se transforment en pièces d'un engrenage. Cage commence à repérer les détails, un soldat qui passe, une remarque, un ordre, une chute, une microseconde de retard. Le monde est identique, mais son regard devient plus précis. Et le montage du film trouve ici un équilibre rare. Il y a de l'humour, parce que voir Cage échouer encore et encore produit forcément une forme de comédie noire. Mais cette comédie ne retire jamais complètement la menace. Chaque mort peut être rapide, absurde, presque brutale dans sa sécheresse. Le film ne s'attarde pas sur la souffrance pour choquer. Il utilise la répétition pour créer un rythme. Cage est dans une leçon impossible et chaque erreur ferme le cahier avec violence. Il tente plusieurs stratégies. Il essaie de prévenir l'escouade. Il essaie de changer certains gestes. Il essaie de se placer différemment pendant le débarquement. Il essaie de sauver des soldats, de fuir certaines zones, d'éviter certains mimics. Mais plus il avance, plus il comprend que la bataille est encore plus désespérée qu'il ne le pensait. Ce n'est pas seulement un massacre parce que les humains sont mal préparés. C'est un massacre parce que l'ennemi semble toujours avoir un coup d'avance. Les mimics ne sont pas simplement rapides. Ils sont organisés par une intelligence plus vaste. Leur guerre ressemble à un organisme. Chaque alpha, chaque mouvement, chaque attaque semble faire partie d'un système. Et Cage, sans le savoir encore, a volé une partie de ce système en recevant le sang de l'alpha. Il est devenu une anomalie dans la machine ennemie, mais une anomalie qui meurt encore très facilement. Dans ses répétitions, une figure revient comme une énigme, Rita Vrataski. À chaque boucle, Cage la revoit sur la plage. Elle se bat avec une efficacité presque irréelle. Là où les autres soldats semblent noyés dans le chaos, elle bouge comme quelqu'un qui connaît déjà la logique de l'enfer. Ses gestes ne sont pas seulement courageux, ils sont précis. Elle ne gaspille pas l'énergie. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle survit parce qu'elle a appris, elle aussi, d'une manière que Cage ne comprend pas encore. Puis arrive le moment qui change tout. Sur la plage, au milieu de la bataille, Cage parvient à réagir différemment. Il anticipe certains dangers. Il se retrouve près de Rita. Et dans un instant où la mort reste partout, elle remarque quelque chose chez lui. Il ne se comporte pas comme un simple débutant terrifié. Il sait des choses qu'il ne devrait pas savoir. Il réagit à des événements avant qu'ils ne se produisent. Il porte dans son regard la marque de quelqu'un qui a déjà vu cette journée. Rita comprend. Et sa réaction est l'une des phrases les plus importantes du film. Quand il se réveille, il doit venir la trouver. Cette phrase, pour Cage, est un choc absolu, parce qu'elle signifie qu'il n'est peut-être pas fou. Quelqu'un d'autre connaît cette impossibilité. Quelqu'un d'autre reconnaît la boucle. Quelqu'un d'autre a peut-être vécu ce cauchemar avant lui. Puis il meurt encore. Quand il revient à Istro, tout est comme avant, mais cette fois, Cage possède une direction. Il ne s'agit plus simplement de survivre un peu plus longtemps sur la plage. Il doit atteindre Rita. Il doit sortir du cercle absurde où il répète, échoue, meurt, sans comprendre. La boucle n'est plus seulement une prison. Elle devient un chemin vers une réponse. Mais atteindre Rita n'est pas simple. La base militaire est contrôlée. Cage est surveillé. Aux yeux de Farrell et de l'escouade, il reste une recrue suspecte, un homme qui doit être encadré, humilié, corrigé. Chaque tentative de sortir du scénario prévu se heurte à l'autorité. La beauté cruelle du film, c'est que même avec le pouvoir de recommencer la journée, Cage reste prisonnier des structures humaines. Les ordres, les grades, la discipline, la suspicion. Il peut connaître l'avenir, mais il doit encore passer par les couloirs du présent. Alors Cage commence à utiliser la répétition d'une manière plus fine. Il apprend quoi dire, à quel moment, à qui, avec quelle précision. Il ne peut pas convaincre tout le monde de l'impossible, mais il peut manipuler les petits événements.
Il peut gagner quelques secondes. Il peut éviter certaines réactions. Il peut exploiter les failles d'une journée qui se répète trop parfaitement. Et cette évolution est importante, parce qu'elle montre la première transformation de Cage. Au début, il utilise les mots pour éviter le danger. Maintenant, il utilise les informations pour s'en rapprocher. Il n'est pas encore courageux au sens noble, mais il devient actif. La boucle lui retire son confort, puis elle lui impose une compétence. Quand il parvient enfin à retrouver Rita, le film change encore de rythme. Rita n'est pas surprise comme les autres. Elle ne le traite pas comme un fou. Elle ne gaspille pas de temps avec de longues explications émotionnelles. Elle va droit au point. Ce qu'il vit, elle l'a vécu. Ce pouvoir n'est pas un miracle humain. C'est une arme de l'ennemi, une partie de la structure des Mimics, liée aux alphas et à une entité centrale plus puissante, l'Oméga. À travers Rita, le spectateur commence à comprendre que les Mimics gagnent parce qu'ils peuvent recommencer. Quand un alpha meurt, l'Oméga remonte le temps, apprend de l'erreur, adapte sa stratégie et la bataille suivante devient meilleure pour eux. C'est pour cela que l'humanité perd. Elle ne combat pas seulement une armée extraterrestre. Elle combat une intelligence qui peut corriger ses échecs avant que ses ennemis ne les comprennent. Cage, par accident, a intercepté ce pouvoir. En tuant l'alpha et en recevant son sang, il est devenu connecté au même mécanisme. Chaque fois qu'il meurt, la journée redémarre. Mais cette fois, ce n'est pas l'Oméga qui apprend. C'est lui. La guerre vient de changer de propriétaire pour quelques heures. Cette révélation donne au film une profondeur stratégique. La boucle temporelle n'est pas un simple gadget de science-fiction pour créer des scènes amusantes. Elle est au cœur de la guerre. Elle explique pourquoi les Mimics sont presque imbattables. Elle explique pourquoi Verdun a été une anomalie. Elle explique pourquoi Rita est devenue une légende. Pendant un temps, elle aussi a eu ce pouvoir. Elle aussi a recommencé. Elle aussi a appris à survivre là où personne ne survivait. Mais elle l'a perdu. Et cette perte est capitale parce qu'elle fait de Rita une survivante différente de Cage. Elle sait ce qu'il peut faire, mais elle ne peut plus le faire elle-même. Elle connaît le prix de cette capacité. Elle connaît l'isolement qu'elle impose. Elle connaît la tentation de croire qu'on peut sauver tout le monde, puis la douleur de découvrir que certaines pertes reviennent, boucle après boucle, jusqu'à devenir presque personnelles. Rita ne regarde donc pas Cage comme un héros, elle le regarde comme une ressource rare, dangereuse, fragile. Il est peut-être la meilleure chance de l'humanité, mais il est aussi un amateur qui ne sait pas encore tenir son arme correctement. Et dans l'univers de Rita, une chance mal entraînée n'est pas une chance. C'est un gaspillage. Alors elle l'emmène vers le docteur Carter. Carter est l'un des rares personnages capables d'expliquer la logique scientifique derrière l'impossible. Ancien spécialiste du phénomène, écarté parce que ses théories semblaient folles, il incarne une autre forme d'impuissance. Lui aussi avait raison, mais personne ne voulait l'écouter. Comme Cage, il possède une vérité que le système refuse. La différence, c'est que Carter n'a pas la boucle pour prouver ce qu'il sait. Il a seulement ses recherches, ses hypothèses, et Rita comme preuve vivante de ce qu'il a compris. Avec Carter, l'histoire se précise, il faut trouver l'Oméga. Détruire les soldats Mimics ne suffit pas. Tuer des alphas sans comprendre, le réseau peut même être dangereux. L'Oméga est le centre, le cœur, la source de cette capacité temporelle. Tant qu'il existe, l'ennemi peut transformer ses défaites en préparation. La seule vraie victoire consiste donc à couper le pouvoir à sa racine. Mais l'Oméga se cache. Et pour le localiser, Cage devra utiliser les visions qui lui viennent à travers son lien avec l'ennemi. Il devra mourir, revenir, chercher, interpréter, se tromper, recommencer. Sa malédiction devient une mission. Sa survie individuelle devient un outil collectif. Rita, elle, ne lui laisse aucune illusion. Il va souffrir. Il va mourir encore. Et encore. Il va recommencer jusqu'à ce que son corps apprenne ce que son esprit refuse encore d'accepter. À partir de ce moment, Edge of Tomorrow pose une question plus dure qu'elle n'en a l'air. Qu'est-ce qu'un héros quand le courage n'est pas un élan unique, mais une répétition de morts que personne d'autre ne verra jamais? Cage ne pourra pas raconter ses sacrifices. Personne ne se souviendra des versions de lui qui tombent. Personne ne pleurera les morts effacés par le temps. Chaque boucle annule la trace de son effort, sauf dans sa propre mémoire. Il va devoir devenir meilleur dans une solitude absolue. Et Rita le sait.
C'est pour cela qu'elle ne lui offre pas du réconfort, elle lui offre un entraînement, une méthode, une discipline, presque une brutalité nécessaire. Le communicant qui voulait éviter la guerre vient de trouver la seule personne capable de le préparer à la gagner. Mais avec Rita, apprendre ne veut pas dire écouter une leçon. Apprendre veut dire mourir jusqu'à ce que le corps obéisse enfin. Rita ne forme pas Cage comme on forme un soldat ordinaire. Elle n'a pas le temps pour les encouragements, pas la patience pour les discours, pas le luxe de ménager son orgueil. Elle sait que chaque minute compte, mais elle sait surtout que Cage possède quelque chose que personne d'autre n'a, le droit de recommencer. Alors elle va utiliser ce droit jusqu'à l'extrême. Elle va faire de sa mort un outil. Elle va transformer son corps en carnet de notes. L'entraînement commence presque comme une scène absurde. Cage, enfermé dans son exosquelette, essaie de survivre face à des simulations de Mimix. Les machines surgissent, frappent, écrasent, le surprennent, il tombe, il se trompe, il réagit trop tard, il se fait tuer de 1000 manières, parfois avant même d'avoir compris son erreur. Et Rita, au lieu de le relever avec compassion, observe. Elle corrige, elle juge, puis, quand il est trop blessé pour continuer, elle le tue. Ce geste pourrait sembler cruel, mais dans la logique du film, il est presque rationnel. Si Cage reste vivant mais inutilisable, la journée continue vers une impasse. S'il meurt, tout revient au départ. Son corps est réparé, l'entraînement peut reprendre et lui conserve la mémoire de la douleur. Rita ne tue donc pas Cage par sadisme. Elle le renvoie au début de la leçon. C'est violent, oui. Mais c'est aussi la forme la plus pure de l'efficacité dans ce monde. Peu à peu, Cage apprend. D'abord très lentement, puis avec une précision de plus en plus troublante. Il commence à éviter les frappes qu'il ne voyait même pas venir. Il comprend les angles d'attaque. Il sent la vitesse des Mimix. Il mémorise les mouvements de son armure, le poids de ses armes, la fatigue dans ses muscles. La répétition cesse d'être seulement une malédiction. Elle devient une accumulation invisible. Et c'est ici que le film trouve un plaisir presque unique. Regarder un homme devenir compétent à travers l'échec répété. Beaucoup de films d'action montrent un héros déjà fort, déjà prêt, déjà capable. Edge of Tomorrow, lui, montre la fabrication de cette capacité. Il montre la honte avant la maîtrise. Il montre le ridicule avant la précision. Il montre un homme qui ne naît pas guerrier, mais qui devient dangereux parce qu'il a perdu le droit d'abandonner. Chaque mort efface le monde, mais elle n'efface pas Cage. C'est une idée très forte. Les autres personnages ne voient qu'un homme qui, soudain, paraît savoir faire des choses impossibles. Ils ne voient pas les centaines de tentatives, les fractures, les cris, les erreurs, les secondes gagnées une à une. Pour eux, Cage progresse comme par miracle. Pour lui, chaque progrès est un cimetière personnel. Rita comprend ce cimetière mieux que personne. Quand elle parle de Verdun, le film laisse entrevoir ce qu'elle a traversé. Elle aussi a été prise dans la boucle. Elle aussi a vécu la guerre comme une répétition d'horreur. Elle aussi a appris à se battre en mourant, en revenant, en recommençant. C'est ainsi qu'elle a gagné sa réputation. Pas parce qu'elle était née invincible, mais parce qu'elle avait déjà payé chaque geste avec des vies que personne ne pouvait voir. L'Ange de Verdun n'est donc pas seulement une héroïne de propagande. C'est une survivante d'un secret que le monde ne peut pas imaginer. Sangezo. Les soldats l'admirent comme une icône. Les médias la transforment en symbole. Mais son vrai pouvoir venait d'une expérience impossible à partager. Et quand elle a reçu une transfusion sanguine après une blessure, elle a perdu cette connexion avec l'Oméga. Depuis, elle ne peut plus recommencer. Ce détail est essentiel, parce qu'il crée une peur permanente autour de Cage. S'il reçoit une transfusion, lui aussi perdra le pouvoir. La boucle n'est pas garantie. Elle dépend du sang, du lien avec l'ennemi, d'un mécanisme fragile que les humains ne maîtrisent pas complètement. Cage peut mourir autant de fois qu'il veut, mais seulement tant que la mort arrive d'une certaine manière. Une blessure mal gérée, une intervention médicale, une erreur humaine, et son avantage disparaît. Rita le sait. Carter le sait. Cage commence à le comprendre, mais comprendre une règle n'empêche pas d'en souffrir. Le temps avance en fragments. Cage revient à Heathrow, rejoint Rita, s'entraîne, meurt, recommence, revient, s'améliore, meurt encore. Les gestes se répètent jusqu'à devenir presque rituels. Il sait ce que Farrell va dire. Il sait comment l'escouade J va réagir. Il sait comment traverser certaines étapes avec une rapidité qui devient presque comique.
Mais derrière cette efficacité, il y a une usure profonde. La boucle n'est pas seulement physique, elle est mentale. Chaque retour isole davantage Cage du reste du monde. Les autres vivent toujours la première version de la journée. Lui porte toutes les versions. Il connaît des gens qui ne le connaissent pas. Il a vu mourir des soldats qui plaisantent encore avec lui quelques minutes plus tard. Il possède des souvenirs qui n'existent pour personne d'autre. Et au centre de cette solitude, il y a Rita. Au début, elle est son instructrice, sa supérieure dans l'expérience, la seule qui comprend le piège. Mais plus les boucles se multiplient, plus Cage apprend aussi les détails d'elle-même. Non pas parce qu'elle se confie facilement, mais parce que la répétition donne accès aux petites choses. Une phrase dite une fois, une réaction, un silence, une manière de regarder, une limite qu'elle ne veut pas franchir. Le film installe alors une relation étrange, presque déséquilibrée. Pour Rita, chaque journée avec Cage est souvent une première journée. Pour Cage, chaque journée avec Rita s'ajoute aux précédentes. Il la connaît de plus en plus, mais elle ne se souvient pas de cette proximité. Il peut partager avec elle des informations qu'elle lui a déjà données dans une autre boucle. Et cela crée une intimité dont elle n'a pas la mémoire. C'est l'un des aspects les plus mélancoliques du film. La boucle donne à Cage un avantage militaire, mais elle rend les liens humains douloureusement instables. Il peut apprendre à connaître quelqu'un, mais cette personne ne garde pas le chemin parcouru avec lui. Il peut sauver un soldat dans une boucle, puis le voir mourir dans une autre. Il peut vivre une conversation importante, puis la perdre au réveil suivant. Rien ne reste, sauf lui. Et pourtant, cette accumulation le transforme. Sur le terrain d'entraînement, Cage devient plus rapide. Sur la plage, il devient plus efficace. Le débarquement, autrefois massacre incompréhensible, devient peu à peu une carte qu'il sait lire. Il connaît l'endroit où un soldat va tomber. Il connaît la trajectoire d'un danger. Il sait quand baisser la tête, quand tirer, quand courir, quand abandonner une position. La bataille reste terrifiante, mais Cage n'est plus seulement une victime dans le chaos. Il commence à y inscrire sa volonté. Cette progression donne au film une énergie de jeu vidéo sans le réduire à cela. Oui, la boucle rappelle une mécanique de niveau qu'on recommence jusqu'à le maîtriser. Mais Edge of Tomorrow ajoute une gravité humaine que le jeu ne porte pas toujours. Ici, chaque essai est une mort vécue. Chaque amélioration a un coût. Chaque victoire partielle repose sur une souffrance que personne ne comptabilise. Quand Cage et Rita parviennent enfin à quitter la plage dans certaines boucles, le film ouvre un nouvel espace. La guerre ne s'arrête pas au débarquement. La plage n'était qu'un mur. Derrière, il y a la mission. Trouver l'Omaga, comprendre les visions, suivre la trace que l'ennemi laisse malgré lui dans l'esprit de Cage. Ces visions sont troublantes. Elles ne ressemblent pas à une information claire donnée au héros. Ce sont des éclats, des images, des sensations. Cage voit un barrage, quelque part en Allemagne. Il croit que l'Oméga s'y cache. Rita et Carter prennent cette piste au sérieux parce qu'ils n'ont rien de mieux. Dans une guerre contre un ennemi qui manipule le temps, même une image incomplète peut devenir une direction. Mais atteindre ce barrage demande plus que de survivre à la plage. Il faut traverser l'enfer, échapper aux Mimics, voler un véhicule, avancer dans un monde ravagé. Chaque étape devient une nouvelle séquence à apprendre. Et comme toujours, l'apprentissage passe par l'échec. Cage et Rita meurent sur la route. Ils recommencent. Une erreur de conduite, une embuscade, un mauvais timing, un mimique caché, une seconde perdue, tout peut les renvoyer au début. Mais Cage change. Il n'est plus simplement l'élève maladroit. Il commence à anticiper Rita elle-même. Il connaît ses choix. Il sait ce qu'elle va faire. Il sait parfois ce qu'elle va dire. Cela crée des moments où la dynamique se renverse doucement. Rita reste plus expérimentée dans le combat, mais Cage devient le détenteur d'une mémoire plus large. Il n'apprend pas seulement la guerre, il apprend leur duo. Et ce duo est l'un des cœurs du film. Rita n'est jamais écrite comme une simple récompense émotionnelle pour le héros. Elle a sa propre dureté, sa propre douleur, son propre passé. Le film ne la réduit pas à une figure à sauver, même si Cage, peu à peu, va vouloir la sauver. Elle est celle qui lui impose la discipline nécessaire, celle qui lui rappelle que la mission dépasse leurs sentiments, celle qui accepte la mort avec une froideur acquise à force de l'avoir trop vue. Mais cette froideur n'est pas vide, elle protège quelque chose. Le nom d'Hendrix revient dans certaines confidences. Un homme qu'elle a connu,
peut-être aimé dans ses propres boucles. Quelqu'un qu'elle a essayé de sauver encore et encore, et qu'elle n'a jamais pu sauver durablement. Ce passé explique une partie de sa distance. Rita sait que la boucle peut donner l'illusion qu'on finira par corriger toute douleur. Mais certaines morts deviennent des murs. Certaines personnes deviennent impossibles à arracher au destin. Cage, lui, n'a pas encore accepté cela. Il veut croire que l'accumulation d'informations peut tout résoudre. Qu'en mourant assez de fois, il finira par trouver la version parfaite. La séquence où chacun survit, où l'oméga est localisé, où Rita ne meurt pas, où la guerre peut être gagnée sans sacrifice insupportable. C'est humain. C'est même noble. Mais dans l'univers du film, cette croyance va être mise à l'épreuve, parce que la boucle n'est pas une promesse de bonheur. C'est une arme. Et une arme ne garantit pas que tout le monde sortira vivant. Plus Cage devient compétent, plus le film peut déplacer l'attention. Au début, le suspense était simple. Va-t-il survivre à la minute suivante? Maintenant, la question devient plus dure. Que devra-t-il accepter pour avancer? L'ennemi peut être combattu par l'apprentissage. Mais la perte, elle, ne se laisse pas toujours vaincre. C'est là que Edge of Tomorrow devient plus qu'un divertissement efficace. Sous son action nerveuse, sous ses scènes de science-fiction militaire, il raconte la violence de la répétition quand elle s'applique aux sentiments. Revoir quelqu'un mourir n'est pas moins douloureux parce que le temps redémarre. Parfois, c'est pire. Parce que la personne revient, sourit, parle, respire, sans savoir combien de fois vous l'avez déjà perdu. Cage entre dans cette zone dangereuse. Il ne veut plus seulement gagner la guerre. Il veut que Rita survive avec lui. Et cette envie, au départ presque impossible à avouer, va bientôt devenir son point faible le plus humain. Car sur la route vers le barrage, dans une ferme isolée qui semble offrir une pause au milieu de la fin du monde, Cage va découvrir que connaître l'avenir ne signifie pas toujours pouvoir le changer. Parfois, la boucle ne vous montre pas comment sauver quelqu'un. Parfois, elle vous montre seulement combien de fois vous allez échouer. La route vers le barrage devrait ressembler à une avancée. Après tant de morts, tant de répétitions, tant de retours à Heathrow, Cage n'est plus l'homme qui tremblait dans son armure. Il connaît la plage comme un piège qu'il a démonté morceau par morceau. Il sait où courir, quand tirer, quand baisser la tête, quand laisser tomber une tentative inutile. À force de mourir, il a construit une forme de maîtrise que personne ne peut voir entièrement. Mais Edge of Tomorrow ne laisse jamais cette maîtrise devenir trop confortable. Parce que plus Cage avance, plus il découvre que l'obstacle principal n'est pas seulement tactique. Ce n'est pas seulement une question de trajectoire, d'armes, de timing ou d'ennemis à éviter. Le vrai danger, maintenant, c'est ce qu'il ressent. Le temps lui a donné un pouvoir, mais ce pouvoir l'a aussi enfermé dans une intimité douloureuse avec Rita. Il la connaît mieux qu'elle ne peut le connaître. Il garde en mémoire des conversations qu'elle n'a jamais vécues. Il porte des moments de confiance qui, pour elle, n'existent pas encore. Et sur la route, cette différence devient de plus en plus lourde. Il quitte la plage. Il traverse un monde dévasté. Les paysages ne sont plus seulement des décors d'action, mais des traces d'une Europe blessée. Chaque véhicule abandonné, chaque route vide, chaque bâtiment détruit rappelle que l'invasion n'est pas un simple contexte. C'est une catastrophe qui a déjà avalé des villes, des familles, des frontières, des certitudes. Cage et Rita avancent dans un continent qui a perdu son ordre normal. Leur objectif semble clair, rejoindre le barrage que Cage voit dans ses visions. Ce lieu, il le ressent comme une destination imposée par le lien avec l'Oméga. Pour Rita et Carter, c'est peut-être enfin la piste qui manquait. Pour Cage, c'est aussi une promesse. S'il peut atteindre ce point, s'il peut confirmer la présence de l'Oméga, alors toutes ces morts auront eu une direction. Mais entre la plage et le barrage, il y a la ferme. La ferme est importante parce qu'elle ralentit le film sans casser sa tension. Après le chaos, après le métal, après les explosions, cet endroit semble presque irréel. Un morceau de calme dans un monde qui s'effondre. Une maison isolée, un véhicule, quelques objets, un espace où Cage et Rita peuvent respirer quelques secondes. Mais dans Edge of Tomorrow, le calme n'est jamais gratuit. Il sert souvent à révéler une blessure que l'action cachait. Cage connaît déjà cette ferme. Il y est venu dans d'autres boucles. Il sait où trouver les clés. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait aussi ce qui va arriver. Et cette connaissance le trahit.
Rita remarque trop vite qu'il maîtrise l'endroit comme quelqu'un qui l'a déjà vécu. Elle comprend qu'ils ne sont pas là pour la première fois. Elle comprend surtout qu'il lui cache quelque chose. Ce moment est tendu parce qu'il ne repose pas sur un monstre, mais sur une vérité émotionnelle. Cage n'a pas seulement appris à traverser des champs de bataille. Il a appris à perdre Rita ici, encore et encore. Peu importe la manière dont il ajuste les événements, peu importe les petites variations, quelque chose finit par la tuer. Un mimique, une mauvaise seconde, une embuscade, un détail impossible à corriger. La ferme n'est pas une pause. C'est une limite. Et Cage ne veut pas l'avouer. Il veut garder Rita à cet endroit. Il veut retarder le départ. Il veut peut-être, pendant un instant, voler un fragment de paix à la guerre. C'est profondément humain. Après avoir vécu des dizaines, peut-être des centaines de journées effacées, il cherche quelque chose qui ne soit pas seulement une stratégie. Il veut une conversation qui dure. Il veut voir Rita survivre au moins quelques minutes de plus. Il veut croire que cette boucle peut offrir autre chose que de la douleur et de l'entraînement. Mais Rita voit clair. Elle comprend qu'il y a une raison pour laquelle il hésite. Elle comprend que le barrage n'est pas seulement une destination militaire. C'est aussi un point où elle meurt encore et encore dans la mémoire de Cage, et cette compréhension ne la rend pas douce. Elle la rend plus déterminée. Pour elle, la mission passe avant le confort d'une boucle. Si elle doit mourir pour que Cage apprenne, alors cette mort doit servir. C'est une des grandes différences entre eux à ce moment du film. Cage commence à vouloir protéger Rita de la mission. Rita, elle, veut protéger la mission de leur attachement. Cette tension donne à leur relation une force particulière. Elle n'est pas construite sur une romance facile ou sur des déclarations forcées. Elle naît de la répétition, de la dépendance, du respect et d'une douleur asymétrique. Cage se souvient de tout. Rita non. Mais Rita comprend assez vite ce que cette mémoire lui fait. Elle voit que chaque boucle le rapproche d'elle tout en le laissant seul avec ce rapprochement. À la ferme, Cage ne peut plus jouer seulement le soldat en apprentissage. Il devient un homme qui essaie de choisir entre la victoire et une personne. Et dans un film plus simple, ce choix serait peut-être présenté comme évident. Sauver l'être aimé, trouver une autre route, refuser le sacrifice. Mais Edge of Tomorrow est plus dur. Il sait qu'une guerre totale ne laisse pas toujours de bonnes options. Il sait que certaines tendresses peuvent devenir des obstacles si elles empêchent d'atteindre le cœur du problème. Alors Rita reprend le contrôle. Elle pousse Cage à continuer. Elle refuse d'être transformée en raison d'abandonner. Et même si Cage sait ce qui l'attend, il ne peut pas arrêter complètement la mécanique. La route vers le barrage continue de l'appeler, parce que les visions semblent indiquer que l'Oméga est là. La mission exige qu'ils avancent. Et ils avancent. Le barrage apparaît comme un lieu froid, massif, presque silencieux. Après la frénésie de la plage, ce décor donne une autre forme de menace. Ici, l'ennemi ne surgit pas immédiatement dans un déluge de feu. Il y a une attente, une inquiétude, une sensation de piège. Cage vient chercher le centre du pouvoir mimique, mais plus il approche, plus quelque chose semble faux. Puis la vérité tombe. L'Oméga n'est pas là. Le barrage est une fausse piste. Cette révélation est terrible, parce qu'elle change le sens des visions. Cage croyait recevoir une direction. En réalité, il était peut-être attiré dans un piège. L'ennemi n'est pas seulement capable de recommencer le temps, il est aussi capable d'utiliser le lien avec Cage contre lui. Ce qu'il voyait comme une information pouvait être une manipulation. L'Oméga voulait récupérer son pouvoir, le pousser vers un lieu contrôlé, l'isoler, l'amener à perdre son avantage. La guerre devient alors plus intelligente, plus sournoise. Jusqu'ici, Cage pensait apprendre à battre un ennemi dont il avait volé la règle principale. Mais l'ennemi apprend aussi. Il sent l'anomalie. Il réagit à la perte de contrôle. Il cherche à reprendre ce qui lui appartient. Et cette idée rend les Mimics beaucoup plus inquiétants. Ils ne sont pas seulement des créatures rapides. Ils appartiennent à un système qui comprend le danger que représente Cage. Au barrage, la mission tourne mal. Rita meurt encore ou devient impossible à sauver selon les variations. Cage se retrouve face à l'évidence. Cette piste ne mène pas à la victoire. Elle mène à une impasse créée pour lui. Tout ce qu'il a souffert pour atteindre ce lieu ne suffit pas. Il doit revenir, recommencer, accepter que sa vision l'a trompé. Mais quelque chose a changé en lui. Avant, mourir était terrifiant parce qu'il voulait survivre. Maintenant,
Mourir peut devenir terrifiant parce qu'il veut préserver ce qu'il a appris de Rita, ce qu'il a ressenti à la ferme, ce qu'il ne peut transmettre à personne. À chaque retour, il retrouve une Rita qui ne se souvient pas de cette version de leur proximité. À chaque recommencement, il doit redevenir presque un étranger pour elle, tout en portant une histoire invisible avec elle. Le film touche ici à une forme de tragédie discrète. Cage ne vit pas seulement le même jour. Il vit des relations qui naissent et disparaissent sans laisser de traces chez l'autre. Il peut aimer une version d'un moment que personne ne reconnaîtra jamais. Il peut être changé par une conversation que Rita n'aura, pour elle, jamais eue. Et pourtant, il doit continuer, parce que l'Oméga existe toujours, parce que l'armée humaine va toujours être massacrée, parce que le débarquement reste une catastrophe, parce que si Cage s'arrête à sa douleur personnelle, le monde entier perdra. C'est là que Rita joue encore un rôle essentiel, même quand elle ne se souvient pas. Elle est la boussole dure du film. Chaque version d'elle ramène Cage à la mission. Elle refuse que son propre destin devienne une excuse. Elle ne veut pas être sauvée au prix de l'humanité. Elle ne veut pas que Cage confonde attachement et victoire. Mais Cage, lui, cherche une autre voie. Puisqu'il ne peut pas se fier aux visions du barrage, il doit obtenir l'appareil de Carter, cet outil capable de localiser l'Oméga en utilisant sa connexion. Le problème, c'est que l'appareil a été confisqué. Il se trouve entre les mains de Brigham, dans un système militaire qui ne croit pas à leur théorie. Pour atteindre la vérité, Cage et Rita ne doivent plus seulement combattre les Mimics. Ils doivent contourner leur propre camp. Cette partie du film est très habile, parce qu'elle ramène le conflit humain au premier plan. L'humanité est menacée d'extinction, mais ses institutions restent lentes, orgueilleuses, incapables d'accepter l'impossible assez vite. Brigham prépare une offensive qui va échouer, mais il croit agir avec logique. Il voit Cage et Rita comme des éléments perturbateurs, peut-être dangereux. Il n'a pas vécu les boucles. Il n'a pas vu les massacres répétés. Pour lui, leurs avertissements ne sont que des affirmations invérifiables. Alors Cage utilise tout ce qu'il a appris. Pas seulement au combat, mais dans la conversation. C'est un retour ironique à sa première nature. Au début, ces mots servaient à fuir la guerre. Maintenant, ils servent à entrer plus profondément dans la vérité. Il connaît les réactions de Brigham. Il sait comment se comporter, quoi révéler, jusqu'où pousser. Sa compétence de communicant n'a pas disparu. Elle a été transformée par l'expérience. L'ancien vendeur d'images devient un homme capable d'utiliser le langage comme une arme précise. Avec Rita, il parvient à approcher Brigham et à récupérer l'appareil. Mais l'opération est tendue, risquée, instable. Ils doivent s'échapper. La poursuite commence. Et dans cette fuite, Cage parvient enfin à utiliser l'appareil sur lui-même. La localisation apparaît. L'Oméga est à Paris, caché sous le Louvre. Ce choix de lieu a une puissance particulière pour un public francophone. Le Louvre n'est pas seulement un décor célèbre, c'est un symbole de mémoire, d'art, de civilisation. Placer le cœur de l'invasion sous ce monument, c'est presque dire que l'ennemi s'est enterré sous l'une des grandes archives de l'humanité. La guerre ne menace pas seulement des territoires, elle menace ce que les humains ont construit, conservé, transmis. L'Oméga est là, sous Paris, comme une tumeur au cœur de l'histoire. Mais au moment où la vérité devient enfin claire, le film arrache à Cage son plus grand avantage. Pendant la fuite, il est blessé. Il perd connaissance. Et quand il se réveille à l'hôpital, il comprend trop tard ce qui s'est passé. On lui a transfusé du sang. On l'a sauvé médicalement. Mais en le sauvant, on a coupé son lien avec la boucle. Cage ne peut plus recommencer. Cette scène est un pivot immense. Jusqu'ici, la mort était horrible, mais elle ouvrait une porte. Maintenant, elle redevient définitive. Cage possède encore la mémoire de toutes ces boucles. Il sait où se trouve l'Oméga, il sait ce qu'il faut faire. Mais il n'a plus la protection du redémarrage. Il est redevenu mortel dans le sens le plus simple, le plus ancien, le plus effrayant. Et c'est là que son héroïsme devient vraiment clair. Tant qu'il pouvait recommencer, Cage avait une forme d'assurance. Même si la douleur était réelle, l'échec n'était pas final. Maintenant, il n'a plus qu'une seule tentative. Une seule vie. Une seule nuit pour convaincre, organiser, attaquer et détruire l'Oméga avant que l'offensive humaine ne tombe dans le piège du lendemain. Le film a donc inversé son propre mécanisme. Il a utilisé la répétition pour former Cage. Puis il lui enlève la répétition au moment où il doit agir vraiment.
Ce n'est plus l'histoire d'un homme qui gagne parce qu'il peut recommencer. C'est l'histoire d'un homme qui a recommencé assez de fois pour accepter, enfin, une mort qui pourrait être la dernière. Rita le retrouve. Carter comprend la gravité de la situation. Il n'y a plus de marge, plus de retour, plus de versions alternatives faciles. Cage ne peut plus mourir pour apprendre. Il doit maintenant vivre assez longtemps pour finir la mission. Et cette fois, tous ceux qui vont le suivre n'auront pas droit à une seconde chance non plus. Quand Cage perd la boucle, le film retire son filet de sécurité. Jusqu'ici, même les moments les plus violents avaient une porte secrète. La mort était atroce, mais elle renvoyait au réveil. L'échec était humiliant, mais il pouvait être corrigé. Une mauvaise décision, une seconde trop lente, une trajectoire mal calculée. Tout cela coûtait une vie, mais pas la mission entière. Cage souffrait, apprenait, revenait. Le temps lui donnait une cruauté, mais aussi une chance. À l'hôpital, après la transfusion, cette chance disparaît. La chose la plus terrifiante, ce n'est pas seulement qu'il puisse mourir. C'est qu'il le sait parfaitement. Il sait ce que mourir veut dire, plus que n'importe qui autour de lui. Il a connu la mort comme une routine, comme une punition, comme une leçon. Mais maintenant, la mort reprend sa vraie forme. Une fin sans correction. Une porte qui ne se rouvre pas. Et pourtant, Cage ne fuit plus. C'est l'un des plus beaux renversements du film. L'homme qui, au début, faisait tout pour éviter le front, choisit maintenant d'y retourner sans aucun pouvoir spécial. Il n'a plus l'avantage surnaturel. Il n'a plus la possibilité de tester le chemin jusqu'à trouver la bonne version. Il n'a plus le luxe de mourir pour apprendre. Ce qu'il possède, c'est la mémoire de toutes les boucles, la connaissance de l'oméga, et une transformation intérieure que personne ne peut lui enlever. La boucle l'a quitté, mais elle a laissé quelque chose en lui. Elle a laissé un soldat. Pas un soldat parfait, pas un héros invincible. Un homme qui a compris le prix du temps, le poids d'une équipe, la valeur d'une seconde, la brutalité d'une erreur. Un homme qui connaît la peur, mais qui n'est plus gouverné par elle. Ce n'est pas que Cage est devenu incapable d'avoir peur. Au contraire. Il sait exactement ce qu'il risque, mais il avance quand même, et c'est là que son courage devient réel. Rita comprend immédiatement la situation. Pour elle, la perte du pouvoir n'est pas seulement une mauvaise nouvelle. C'est presque une condamnation stratégique. Sans boucle, Cage ne peut plus affiner la mission. Il ne peut plus accumuler de nouvelles tentatives. Tout ce qu'ils vont faire maintenant repose sur ce qu'ils savent déjà. Et ce savoir, même précieux, reste incomplet. Ils savent que l'Oméga est sous le Louvre. Ils savent que l'offensive du lendemain sera un massacre. Ils savent que si l'Oméga survit, les Mimics garderont leur avantage. Mais ils ne savent pas exactement combien d'ennemis les attendent. Ils ne savent pas quelle route permettra d'atteindre le cœur du système. Ils ne savent pas qui survivra assez longtemps pour terminer l'opération. Alors ils ont besoin d'aide. Et cette aide, Cage va la chercher auprès de l'escouade J. C'est un choix très important sur le plan dramatique. Au début du film, cette escouade était presque une punition pour lui. Une collection de soldats qu'il ne comprenait pas, qui ne le respectaient pas, qui le voyaient comme un imposteur jeté parmi eux. Pour Cage, ils étaient d'abord des obstacles, des voix dans le bruit, des visages associés à son humiliation. Mais à force de revivre la même journée, il les a vus mourir, encore et encore. Il a appris leurs gestes, leurs réactions, leurs failles, leurs petites certitudes. Il les connaît mieux qu'ils ne peuvent l'imaginer. Et maintenant, pour les convaincre, il doit faire ce qu'il faisait autrefois, parler. Mais la parole n'a plus le même sens. Avant, Cage parlait pour manipuler l'image de la guerre. Maintenant, il parle pour sauver le monde. Avant, ces mots servaient à maintenir la distance entre lui et le danger. Maintenant, ils doivent amener d'autres soldats à accepter une mission presque suicidaire. Cette scène montre combien le personnage a changé. Face à l'escouade, Cage ne peut pas prouver facilement la boucle. Il ne peut plus mourir devant eux et revenir. Il ne peut pas leur offrir un miracle visible. Mais il possède une autre preuve. Il sait des choses, des détails personnels, des phrases, des secrets, des événements minuscules que personne d'autre ne devrait connaître. La répétition, qui l'a isolé, devient soudain un moyen de connexion. Il peut toucher chaque soldat par une information précise, intime, impossible à deviner. C'est comme s'il ramenait à la surface toutes les journées effacées. Les membres de l'escouade J comprennent peu à peu que quelque chose dépasse la logique ordinaire. Ils ne deviennent pas
instantanément des croyants aveugles. Mais il voit dans Cage une certitude étrange. Il ne ressemble plus au lâche maladroit du matin. Il parle comme un homme qui a traversé cette journée un nombre incalculable de fois. Et surtout, Rita est là. Sa présence pèse. L'ange de Verdun ne suivrait pas un fou sans raison. Le film donne alors à cette escouade une importance nouvelle. Ces soldats, qui pouvaient d'abord sembler secondaires, deviennent les derniers compagnons de mission. Chacun porte sa part de bravade, de peur, d'humour, de fragilité. Aucun n'est présenté comme un héros mythologique. Ils sont humains, imparfaits, parfois grossiers, parfois drôles, mais ils acceptent de monter dans l'appareil pour une opération que les états-majors n'ont pas validée, que personne ne comprendra, et dont le succès ne sera peut-être jamais raconté. Leur décision donne de la chair à l'enjeu collectif. Parce que sauver l'humanité, dans un film, peut devenir une idée trop grande, trop abstraite. Mais voir quelques soldats monter dans une mission impossible, avec leurs regards, leurs plaisanteries nerveuses, leur silence, ramène cette idée à une échelle humaine. Le monde ne sera pas sauvé par un slogan, il sera peut-être sauvé par des gens qui ont peur, mais qui partent quand même. Cage, Rita, Carter et l'escouade J se préparent donc à attaquer Paris. Mais ce Paris n'est plus la ville lumineuse des cartes postales. C'est une zone de guerre, une capitale blessée, submergée par l'ennemi. Le choix du Louvre donne au dernier acte une force symbolique énorme. Sous l'un des lieux les plus célèbres de la civilisation humaine, sous des siècles d'art, d'histoire et de mémoire, se cache le cœur d'une intelligence extraterrestre qui a presque vaincu la planète en contrôlant le temps. La mission prend alors une dimension presque mythologique. Les soldats ne vont pas seulement détruire une cible militaire. Ils descendent vers le noyau d'un cauchemar, dans les profondeurs d'un monument qui représente tout ce que l'humanité essaie de préserver quand elle refuse de disparaître. Le départ vers Paris a une énergie différente des précédentes séquences. Avant, Cage pouvait se permettre de rater. Même quand c'était douloureux, même quand c'était horrible, la structure du film autorisait l'essai. Maintenant, chaque décision devient lourde. Le spectateur le sent. Le montage n'a plus le même goût. La tension ne vient plus de la question « Comment Cage va-t-il apprendre après cette mort ?» Elle vient de la question inverse « Que se passe-t-il s'il meurt maintenant ?» Cette inversion rend le dernier acte beaucoup plus intense. Dans l'appareil, chacun essaye de tenir son rôle. L'escouade J retrouve ses réflexes, ses blagues, son agressivité de façade. Rita reste concentrée, presque silencieuse. Cage, lui, porte une responsabilité nouvelle. Il n'est plus seulement celui qu'on entraîne. Il est celui qui mène tout le monde vers une cible que lui seul a confirmée. S'il s'est trompé, ils mourront tous pour rien. S'il a raison, ils ont peut-être une chance de mettre fin à la guerre. Mais une chance n'est pas une garantie. Quand ils approchent de Paris, le danger apparaît immédiatement. Les mimiques sont partout. La ville est tenue par l'ennemi. Le ciel, les rues, les ruines, tout peut devenir une menace. L'appareil n'entre pas dans un espace vide. Il pénètre dans un territoire déjà conquis par une intelligence qui défend son cœur. Les soldats savent qu'ils ne vont pas surprendre l'Oméga facilement. Ils vont devoir arracher chaque mètre. Le chaos recommence, mais cette fois, il n'y aura pas de retour au réveil. Cette certitude change le regard sur chaque membre de l'escouade. Dans les boucles précédentes, beaucoup de morts étaient effacés par le redémarrage. Ici, chaque perte compte définitivement. Quand un soldat tombe, il ne reviendra pas dans la scène suivante avec la même plaisanterie qu'avant. La mort retrouve son poids. Le film, qui avait habitué le spectateur à la répétition, utilise cette habitude contre lui. Soudain, il faut réapprendre que perdre quelqu'un signifie vraiment le perdre. C'est une manière très intelligente de raviver l'émotion. La mission avance dans une succession d'obstacles. L'appareil est menacé. Les mimiques s'attaquent avec une violence fulgurante. L'équipe doit improviser, corriger, sacrifier. L'objectif reste le Louvre, mais la route se rétrécit. Ce n'est plus une opération militaire propre. C'est une chute contrôlée vers le centre du danger. Cage et Rita savent qu'ils ne doivent pas tuer un alpha. Cette règle reste cruciale. Si un alpha meurt, l'Oméga peut reprendre la main, redémarrer le temps, apprendre leur attaque et les piéger avant même qu'ils recommencent. C'est une contrainte terrible. Au milieu d'une bataille, ils ne doivent pas seulement survivre. Ils doivent survivre sans déclencher le mécanisme ennemi. La force brute ne suffit pas.
Il faut une précision presque impossible. L'escouade J, elle, ne comprend peut-être pas toute la profondeur de cette règle, mais elle comprend l'essentiel. Protéger Cage et Rita assez longtemps pour atteindre l'oméga. Ce déplacement du rôle de Cage est remarquable. Au début, il était le poids mort que les soldats devaient traîner vers une bataille. Maintenant, il devient la clé que les autres doivent protéger. Mais le film ne rend pas cette inversion triomphale de manière simple. Cage ne domine pas les autres par supériorité. Il dépend d'eux. Sans leur courage, sa connaissance ne sert à rien. Sans leur sacrifice, il n'atteindra jamais le cœur de l'ennemi. La victoire, si elle arrive, ne sera pas seulement la sienne. À mesure qu'il s'approche, l'opération devient de plus en plus désespérée. Les véhicules sont détruits, les routes coupées, les possibilités réduites. Chaque membre de l'équipe doit faire un choix rapide, parfois fatal, pour permettre aux autres de continuer. Ces sacrifices ne sont pas longs, pas larmoyants, pas entourés de grands discours. Ils arrivent dans la vitesse du combat, comme dans une vraie situation où la mort ne laisse pas le temps d'être élégante. Et c'est justement cette sécheresse qui les rend efficaces. Edge of Tomorrow n'a pas besoin de ralentir chaque disparition pour la rendre importante. Le film a déjà préparé le spectateur à la valeur de ces vies en montrant combien de fois Cage les a vues recommencer. Maintenant qu'elles ne recommencent plus, leur perte pèse autrement. La répétition a donné du relief à des personnages que le temps final retire un par un. Rita, de son côté, reste focalisée. Elle sait que la mission ne peut pas s'effondrer à cause de l'émotion. Mais le lien avec Cage est là, plus fort qu'au début, même si elle n'a pas toute la mémoire qu'il porte. Elle a choisi de lui faire confiance. Elle sait qu'il a traversé des versions d'elle qu'elle ne connaîtra jamais. Et même sans se souvenir, elle sent probablement que leur relation n'est pas ordinaire. Il y a entre eux une gravité que les mots n'expliquent pas entièrement. Cage, lui, avance avec une conscience terrible. Cette Rita-là, cette version, est la seule qui reste. Il ne pourra pas la retrouver demain matin si tout échoue. Il ne pourra pas corriger une phrase, éviter un geste, refaire la route jusqu'à la ferme. La femme qui court avec lui vers l'oméga est désormais dans le même temps que lui, un temps sans retour. C'est ce qui donne au dernier acte sa charge émotionnelle. La boucle avait créé une distance étrange entre Cage et le monde. Maintenant, cette distance disparaît. Il est de nouveau aligné avec les autres. Ils partagent enfin leur vulnérabilité. Ils partagent leur unique chance. Et paradoxalement, c'est en perdant son pouvoir qu'il rejoint vraiment l'humanité qu'il essaie de sauver. Le plan est simple dans son principe, presque impossible dans son exécution. Atteindre l'oméga, éviter de tuer l'alpha, détruire le centre avant que l'ennemi ne comprenne et ne redémarre tout à son avantage. Chaque seconde rapproche Cage de la fin. Pas seulement la fin de la mission, mais peut-être la fin de sa vie. Sous Paris, sous le Louvre, l'oméga attend. Et pour la première fois depuis le début de son cauchemar, Cage n'aura pas besoin de mourir pour apprendre. Il devra mourir, peut-être, pour que tout le monde puisse enfin vivre. Paris, dans le dernier acte d'Edge of Tomorrow, n'a plus rien d'un refuge. La ville est devenue une zone morte, un territoire occupé, un décor immense où chaque ruine peut cacher une attaque. On ne sent plus la foule, la lumière, le mouvement habituel d'une capitale vivante. On sent plutôt l'absence. L'absence des civils, l'absence du quotidien, l'absence de tout ce que la guerre a avalé. Et cette absence rend l'approche du Louvre encore plus forte, parce que le film transforme un lieu de mémoire humaine en porte d'entrée vers une menace presque organique. L'équipe ne vient pas chercher une bataille glorieuse. Elle vient chercher le cœur de l'ennemi. Mais pour l'atteindre, il faut traverser une ville déjà perdue. Le véhicule aérien qui les transporte ne peut pas leur offrir une arrivée propre. Les Mimics réagissent avec leur vitesse habituelle et très vite, la mission devient un chaos d'impact, de feu, de métal arraché. L'escouade J, qui plaisantait encore pour tenir la peur à distance, comprend maintenant que tout ce que Cage leur a dit était vrai. Ce n'est pas une opération spéciale ordinaire. Ce n'est pas une mission risquée parmi d'autres. C'est une tentative désespérée contre une intelligence qui a déjà vaincu l'humanité plusieurs fois sans que l'humanité s'en souvienne. Leur appareil est frappé. La descente devient incontrôlable. Les plans se réduisent immédiatement. Et c'est important, même dans sa dernière partie, le film refuse l'idée d'une mission parfaitement exécutée. Cage a appris des centaines de fois, mais il n'a jamais vécu cette version exacte.
il n'a plus la boucle. Il n'a plus la carte complète. Alors l'assaut final garde une vraie incertitude. Tout peut dérailler et cette fois, le déraillement restera définitif. L'escouade doit avancer dans Paris en improvisant. Chaque soldat devient une pièce fragile dans une mécanique qui se casse au fur et à mesure. Ils ne sont pas invincibles, ils ne sont pas protégés par le statut de personnage secondaire comique. Leur courage se mesure dans la manière dont ils continuent alors qu'ils savent très bien que la sortie est presque impossible. Ils n'ont pas toutes les explications scientifiques, ils n'ont pas vécu les boucles. Mais ils voient Cage, ils voient Rita, ils voient la violence de l'ennemi et ils comprennent assez pour choisir leur camp. C'est là que le film donne de la valeur à leur sacrifice. Car l'escouade J ne se sacrifie pas pour une abstraction froide. Elle le fait pour que Cage et Rita gagnent quelques mètres, quelques secondes, une ouverture. Dans une guerre où le temps a toujours été l'arme de l'ennemi, ces secondes deviennent précieuses. Chaque soldat qui ralentit un mimique, chaque tir qui détourne une créature, chaque décision de rester derrière repousse l'effondrement de la mission. Et plus il tombe, plus Cage se rapproche de ce qu'il était incapable de comprendre au début. La guerre n'est pas une image. Ce sont des gens qui disparaissent pour que d'autres aient une chance d'avancer. Au commencement, il vendait le courage des autres. Maintenant, il en dépend directement. Et cette dépendance n'a rien de confortable. Cage sait qu'il ne peut pas sauver tout le monde. Il sait qu'il ne peut même pas promettre que leur mort sera connue, célébrée, racontée. Si la mission réussit, peut-être que personne ne comprendra exactement ce qu'ils ont fait. Si elle échoue, il n'y aura plus personne pour s'en souvenir. Mais ils avancent quand même. Cette idée donne une grandeur discrète au dernier acte. Le film ne s'arrête pas pour décorer chaque mort d'une grande phrase héroïque. Il laisse l'action les emporter, parfois brutalement. Et parce que nous avons vu ces soldats dans les boucles, parce que Cage a partagé avec eux une intimité invisible, leur disparition prend une résonance particulière. Ils ne savent pas combien de fois ils ont déjà combattu dans la mémoire de Cage. Mais Cage, lui, le sait. Ils portent leur courage répété comme une dette. La progression vers le Louvre devient donc une sorte d'érosion. L'équipe commence nombreuse, bruyante, nerveuse. Puis elle se réduit. Les voix disparaissent, les armes se taisent, les couloirs de possibilités se ferment. À chaque obstacle, quelqu'un paie. À chaque mètre gagné, quelque chose est perdu. Le film resserre son monde autour de Cage et Rita, comme si toute la guerre se contractait vers deux silhouettes déterminées à atteindre le centre. Mais il y a toujours l'alpha. La présence de l'alpha près de l'oméga complique tout. Cage et Rita savent qu'ils ne doivent pas le tuer. C'est une règle terrible, presque contre nature dans une scène d'action. Normalement, face à une créature dangereuse, l'instinct est simple. Tirer, frapper, détruire. Ici, tuer le mauvais ennemi peut faire perdre la guerre entière. Si l'alpha meurt, l'oméga peut redémarrer le temps et corriger son erreur. Toute l'attaque serait alors révélée à l'avance et l'humanité n'aurait même plus l'avantage de la surprise. Cela crée une tension très particulière. Ils doivent se défendre sans déclencher le piège temporel. Ils doivent avancer sans offrir à l'oméga l'information dont il a besoin. Ils doivent combattre avec retenue au milieu d'une situation qui exige normalement la violence totale. Et cette contrainte montre que le film n'a pas abandonné son intelligence stratégique dans le final. Même dans l'action pure, la règle centrale de l'histoire continue de peser. Cage n'est plus seulement un soldat qui tire mieux qu'avant, il est un homme qui comprend la logique invisible de la bataille. Rita, elle, reste la lame de la mission. Même sans boucle, même sans pouvoir, elle garde cette précision qui l'a rendue légendaire. Son corps, c'est la guerre. Sa manière de se déplacer, de choisir ses cibles, de garder son calme, rappelle sans cesse ce qu'elle a traversé avant Cage. Le film ne lui retire jamais sa puissance pour grandir le héros. Au contraire, la grandeur de Cage existe aussi parce qu'il reconnaît la valeur de Rita. Il sait qu'il ne serait jamais arrivé là sans elle. Leur duo, dans ces dernières minutes, devient très sobre. Il n'y a pas besoin de grandes déclarations. Tout est déjà dans les gestes, dans la confiance, dans la façon dont ils se couvrent. Dans le fait que Cage avance parce qu'elle lui ouvre la voie et que Rita continue parce qu'elle croit désormais en lui. Ils n'ont pas une histoire classique. Leur lien est fait de temps effacés, de morts répétées, de conversations perdues, de douleurs que l'un porte plus que l'autre.
Mais dans cette nuit à Paris, tout se condense en une seule mission partagée. Ils atteignent finalement les profondeurs du Louvre. Le contraste est fort. Au-dessus, il y a le monument, la mémoire, l'art, les siècles humains. En dessous, il y a l'Oméga, masse sombre, cachée, presque primitive, qui a utilisé le temps comme un prédateur utilise l'ombre. Le film ne présente pas l'Oméga comme un simple boss final au sens spectaculaire. Il le présente comme une source, une intelligence centrale. Un cœur monstrueux d'où part la stratégie des Mimics. Le voir, ou plutôt sentir sa présence, change la nature du danger. Jusque-là, l'Oméga était une explication, un objectif, une théorie portée par Carter et Rita. Maintenant, il devient réel. Il est là, sous l'eau, protégé, presque intouchable. Sa position même semble pensée pour rendre l'approche impossible. Pour le détruire, il ne suffira pas de tirer depuis une distance confortable. Il faudra descendre. S'exposer, aller au contact du noyau ennemi. Et autour de ce noyau, l'Alpha garde la porte. La scène est construite comme un dernier piège. Cage et Rita sont presque au bout, mais presque ne suffit pas. L'Alpha les empêche d'atteindre l'Oméga. Les Mimics rôdent, le temps manque, les options disparaissent. Le spectateur comprend que la mission, malgré tous les sacrifices, peut encore échouer à quelques mètres de son but. C'est cruel, mais c'est exactement ce que le film a préparé depuis le début. Edge of Tomorrow raconte l'apprentissage de la précision. Il montre qu'une seconde, un mouvement, un choix peuvent tout changer. Dans le final, cette idée devient absolue. Il ne reste presque rien entre la victoire et l'échec. Pas une armée, pas un grand discours. Juste un homme, une femme, une grenade, un ennemi central et une dernière distance à franchir. Rita comprend alors ce qu'il faut faire. Elle sait que l'Alpha doit être détourné. Elle sait que Cage doit atteindre l'Oméga. Elle sait aussi que les chances de survivre à cette manœuvre sont presque nulles. Mais depuis le début, Rita est le personnage qui refuse de laisser l'attachement bloquer la mission. Elle a déjà vécu la douleur de vouloir sauver quelqu'un à tout prix. Elle sait que parfois, le seul choix utile est celui qui permet à l'autre d'aller jusqu'au bout. Alors elle décide d'être cette ouverture. Ce moment n'est pas seulement un sacrifice de plus. C'est l'aboutissement de ce que Rita représente dans le film. Elle n'est pas l'icône froide des affiches. Elle n'est pas seulement l'ange de Verdun. Elle est une combattante qui a appris, à travers une souffrance inimaginable, que la victoire exige parfois de renoncer à la version du monde où l'on survit soi-même. Pour Cage, c'est l'épreuve la plus dure, parce qu'il a déjà perdu Rita, parce qu'il l'a vue mourir dans d'autres boucles, parce qu'il a essayé d'éviter cette conclusion, parce qu'une partie de lui a toujours cherché la bonne version, celle où elle vivrait. Mais cette fois, il n'y aura pas de réveil à Heathrow. Il ne peut pas revenir pour tenter une meilleure route. Il ne peut pas corriger la seconde. Il doit accepter ce que les boucles lui avaient appris sans qu'il veuille l'entendre. Sauver le monde peut signifier laisser partir la personne qu'on voulait le plus sauver. Rita attire donc l'Alpha. Elle donne à Cage l'espace nécessaire. Elle transforme sa propre mort probable en passage. Et Cage, dans ce moment, ne peut pas s'effondrer. Il ne peut pas courir vers elle. Il ne peut pas confondre amour, dette, culpabilité et mission. Tout ce qu'il a appris, toute la discipline imposée par Rita, tout le poids des boucles, doit maintenant tenir dans un seul choix, continuer. Il continue. Ce choix est le vrai sommet intérieur du personnage. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ressent et avance quand même. Le Cage du début aurait cherché une sortie. Le Cage de la ferme aurait peut-être voulu retenir Rita. Le Cage de Paris comprend que son dernier acte doit honorer ce qu'elle lui a enseigné. Ne pas gaspiller le sacrifice, ne pas transformer la douleur en immobilité, aller jusqu'au bout. Il plonge vers l'Oméga. L'eau, l'obscurité, la masse ennemie, tout donne à cette dernière approche une sensation presque funèbre. Ce n'est plus la plage bruyante du début. Ce n'est plus l'entraînement répétitif. Ce n'est plus la poursuite nerveuse avec Brigham. C'est une descente silencieuse vers la source de la guerre. Cage n'a plus d'armée autour de lui. Plus d'escouade. Plus de Rita à ses côtés. Il est seul avec la mission, comme il a été seul avec la mémoire de toutes ses morts. Et cette solitude boucle son parcours. Au départ, il était seul parce qu'il refusait d'appartenir au monde des soldats. Ensuite, il était seul parce que lui seul se souvenait des boucles. Maintenant, il est seul parce que tous les autres lui ont donné la possibilité d'arriver là. Cette solitude n'est plus de la lâcheté ni une malédiction.
Elle est devenue une responsabilité. L'Oméga est devant lui. Il ne reste qu'un geste. Un geste qui peut effacer l'avantage des Mimix. Un geste qui peut empêcher le débarquement du lendemain. Un geste qui peut donner à l'humanité ce qu'elle n'a jamais eu depuis le début de l'invasion, une véritable chance. Mais l'Alpha revient. Même à cet instant, le film ne rend pas la victoire facile. Cage est blessé, poursuivi presque au bout de ses forces. L'ennemi protège son cœur avec une violence désespérée. Tout se joue dans une fraction de temps. Il ne peut pas vaincre l'Alpha comme dans un duel normal. Il ne peut pas recommencer. Il ne peut qu'atteindre l'Oméga avant que l'ennemi ne l'arrête. La grenade devient alors plus qu'une arme. Elle concentre toutes les boucles, tous les entraînements, tous les sacrifices. Elle est le dernier message de Cage à une guerre qui l'a tué trop de fois. Le dernier refus d'un homme qui, au début, ne voulait même pas poser le pied sur le champ de bataille. Le dernier acte d'un soldat fabriqué par la répétition, mais libéré par un choix unique. Cage tombe vers le cœur de l'ennemi. Et dans cette chute, toute la logique du film se renverse une dernière fois. Pendant longtemps, mourir l'a ramené au début. Maintenant, mourir peut enfin mettre fin à la boucle de tout le monde. Cage tombe dans l'eau, blessé, presque vidé de tout ce qui lui restait. L'Alpha se rapproche. L'Oméga est devant lui. La mission n'a plus de plan secondaire, plus d'équipes pour corriger une erreur, plus de boucles pour réessayer. Tout ce que le film a construit se referme sur cet instant. Un homme qui, au départ, voulait échapper à la guerre, doit maintenant aller volontairement vers une mort qui peut sauver tous les autres. Il déclenche la grenade. L'explosion dans les profondeurs du Louvre n'a pas seulement la force d'une arme. Elle a la force d'une rupture. L'Oméga est touché au centre de son pouvoir, là où les Mimix puisaient leur avantage le plus terrifiant. Depuis le début, l'ennemi gagnait parce qu'il pouvait apprendre avant les humains. Il pouvait corriger ses défaites, prévoir les offensives, transformer chaque victoire humaine en simple information utile. En détruisant l'Oméga, Cage ne détruit pas seulement une créature. Il brise la logique même de l'invasion. Mais le prix est immédiat. L'énergie de l'Oméga se répand. Le sang, ou plutôt cette matière étrange qui portait le lien temporel, envahit l'eau autour de Cage. Le film fait alors quelque chose de très audacieux. Au moment où Cage meurt, il est de nouveau touché par la source du pouvoir. Mais cette fois, ce n'est plus le sang d'un alpha qui l'atteint. C'est le sang de l'Oméga lui-même, au moment de sa destruction. Et tout bascule encore. Cage ouvre les yeux. Mais il ne se réveille pas à Heathrow, menotté, humilié, jeté dans l'escouade J, il se réveille plus tôt. Dans l'hélicoptère qui l'amène à Londres, avant sa confrontation avec le général Brigham. Le monde n'est pas exactement revenu au même point. Quelque chose a changé dans la structure du temps. La journée a reculé plus loin, comme si la mort de l'Oméga avait provoqué un dernier redémarrage, mais un redémarrage différent, plus profond, libéré de la domination des Mimix. Cette scène est l'une des raisons pour lesquelles la fin du film donne envie d'être expliquée. Pourquoi Cage revient-il? Pourquoi se réveille-t-il avant son arrestation? Pourquoi l'Oméga est-il déjà détruit? Est-ce une récompense? Un paradoxe? Une conséquence de l'absorption du sang de l'Oméga? Le film ne s'arrête pas pour donner un cours complet de mécanique temporelle. Il laisse le spectateur comprendre par les effets. Quand Cage se réveille, les informations à la télévision annoncent une nouvelle spectaculaire. Une surtension énergétique a frappé les Mimix à Paris et l'ennemi semble paralysé. L'humanité prépare désormais une offensive qui, cette fois, ressemble vraiment à une victoire. Cela signifie que la destruction de l'Oméga a été conservée dans cette nouvelle ligne temporelle. Les Mimix n'ont plus leur centre, leur réseau s'effondre, leur avantage disparaît. Cage, lui, se souvient. Encore une fois, il est l'homme qui porte une histoire que personne d'autre ne connaît. Mais cette fois, ce souvenir n'est plus seulement une prison. C'est la preuve intime que le sacrifice a fonctionné. Les soldats qui sont morts dans l'assaut du Louvre ne savent pas qu'ils sont morts. Rita ne sait pas qu'elle s'est sacrifiée. L'escouade J ne sait pas qu'elle a accompagné Cage dans une mission impossible. Le monde continue, ignorant l'horreur exacte qui l'a sauvé. Et cette ignorance est profondément troublante. Parce que, dans la réalité finale, beaucoup de souffrances ont été effacées. Les morts de Paris ne se sont pas produites de la même façon. L'escouade J est probablement vivante. Rita est vivante. L'offensive du lendemain n'aura pas le même sens. Mais pour Cage, toutes ces morts restent réelles dans sa mémoire.
Il a vu le courage des autres, il a vu leur faim, il a reçu leur sacrifice. Même si le temps l'a annulé pour eux, il ne l'a pas annulé pour lui. C'est là que la victoire du film devient à la fois lumineuse et mélancolique. L'humanité est sauvée, mais personne ne peut vraiment remercier ceux qui l'ont sauvée dans la version effacée du temps. Le monde célèbre une victoire stratégique, mais il ignore le chemin invisible qui y a mené. Cage est vivant, mais il revient avec le poids d'une guerre que les autres n'ont pas vécue jusqu'au bout. Et pourtant, il sourit presque. Ce sourire n'est pas celui d'un homme qui oublie. C'est celui d'un homme qui comprend qu'une possibilité existe encore. Il a gagné, mais il n'a pas seulement gagné contre les Mimics. Il a gagné contre la version de lui-même qui refusait de s'exposer, qui utilisait les mots comme une armure, qui voyait la guerre à travers les caméras. Il revient dans le monde avec une identité transformée. Le Major Cage du début n'existe plus vraiment, même si son uniforme, son grade, son visage semblent identiques. Le monde le voit comme avant. Lui sait qu'il n'est plus le même. C'est une idée très puissante dans les histoires de boucles temporelles. Le changement le plus important ne se voit pas forcément de l'extérieur. Les autres personnages ne savent pas combien de fois le héros a échoué, souffert, appris, aimé, perdu. Il rencontre seulement le résultat final. Un homme qui semble soudain calme, précis, différent, sans pouvoir expliquer pourquoi. Le temps a sculpté Cage de l'intérieur et personne ne voit les coups de ciseaux. Il se rend alors à Heathrow. Mais cette fois, il ne vient pas comme prisonnier. Il ne vient pas en homme humilié par le système. Il vient libre, avec la mémoire complète de ce que cette base a représenté pour lui. Heathrow n'est plus seulement une base militaire. C'est le lieu de son cauchemar, de son entraînement, de sa transformation. C'est là qu'il a appris à mourir. C'est là qu'il a appris à écouter Rita. C'est là qu'il est devenu quelqu'un capable d'aller jusqu'au bout. Le contraste est immense. Il traverse un espace qui, dans tant d'autres boucles, annonçait la douleur. Mais maintenant, les soldats ne se préparent plus au même massacre. Les événements ont été modifiés. La panique du lendemain n'a plus le même pouvoir. Les Mimics sont affaiblis. L'humanité respire. Cage marche dans un monde sauvé par une version de la journée que personne ne raconte. Puis il retrouve l'escouade J, ils sont là, vivants, avec leur énergie habituelle, leurs attitudes, leur brutalité comique, leur ignorance complète de ce qu'ils ont accompli dans une autre ligne du temps. Pour eux, Cage n'est peut-être qu'un officier de passage, un visage parmi d'autres. Pour lui, chacun d'eux porte une résonance. Il sait ce qu'ils peuvent être quand la mission l'exige. Il sait qu'ils ont donné leur vie pour lui. Il sait que derrière leurs blagues et leurs défauts, il existe une noblesse que même eux ne mesurent peut-être pas. Ce moment est discret, mais il compte. Le film ne transforme pas l'escouade en grande cérémonie héroïque. Il laisse Cage les regarder avec une mémoire que personne ne partage. Cette retenue rend la scène plus élégante. Dans beaucoup d'histoires, les sacrifices doivent être reconnus publiquement pour exister. Ici, ils existent dans le regard de Cage. Et cela suffit à leur donner du poids. Mais la personne qu'il cherche vraiment, c'est Rita. Rita Vrataski, l'ange de Verdun, la femme qui l'a entraîné, tué, corrigé, guidé, repoussé, sauvé, la femme qui l'a vu mourir. La femme qu'il a essayé de sauver à la ferme, la femme qui, dans la dernière mission, a attiré l'alpha pour lui donner une chance d'atteindre l'oméga. Pour elle, rien de tout cela n'est arrivé. Elle ne se souvient pas de Cage, elle ne connaît pas leur lien, elle ne porte pas les boucles qu'il porte. Et c'est là que la fin devient délicate. Quand Cage la retrouve, elle est à l'entraînement, fidèle à elle-même. Dure, concentrée, presque inaccessible. Elle le regarde comme un inconnu et elle lui demande ce qu'il veut. Cette question, simple, en apparence, contient toute la distance entre eux. Pour elle, il arrive sans histoire. Pour lui, elle est au centre de l'histoire. Cage ne répond pas par une grande déclaration. Il ne lui explique pas tout. Il ne lui impose pas le poids d'une relation qu'elle n'a pas vécue. Il la regarde et il rit doucement, presque malgré lui. Ce rire final est très important. Il n'est pas moqueur, il n'est pas vide. Il ressemble à une libération, à une fatigue immense, à une joie incrédule devant l'absurdité de la situation. Après tant de morts, tant de boucles, tant d'échecs, tant de versions perdues, il se retrouve enfin devant Rita, dans un monde où elle est vivante et où la guerre peut être gagnée. Mais il doit recommencer autrement. Non plus en mourant, non plus en forçant le destin, mais en rencontrant vraiment cette personne dans un temps qui avance. Le film s'arrête là,
et ce choix est très juste. Il ne montre pas leur conversation complète. Il ne confirme pas une romance facile. Il ne donne pas une scène de victoire classique où tout le monde applaudit Cage. Il laisse le spectateur dans un sourire suspendu entre soulagement et ironie. Cage a sauvé le monde, mais il doit maintenant vivre dans un monde qui ignore son sacrifice. Il a retrouvé Rita, mais Rita ne l'a pas retrouvée de la même manière. C'est une fin heureuse, oui, mais pas simple. Elle est heureuse parce que l'Oméga est détruit, parce que les Mimics sont affaiblis, parce que l'humanité a une vraie chance de gagner, parce que Cage et Rita sont vivants. Mais elle garde une mélancolie, parce que toute la relation vécue par Cage n'existe que pour lui. Tout ce qu'il a appris d'elle, toutes les morts, toutes les confidences, tous les moments à la ferme, tout cela reste dans une mémoire solitaire. Et pourtant, cette solitude n'a plus le même goût qu'avant. Au début, Cage était isolé parce qu'il se tenait loin des autres. Il restait à distance du danger, à distance des soldats, à distance de la réalité. À la fin, il est seul avec ses souvenirs, mais cette solitude vient de son engagement total. Il a traversé la guerre au point d'emporter une version que personne ne peut comprendre. Ce n'est plus la solitude d'un lâche, c'est la solitude d'un survivant. Le film nous laisse donc avec une question douce et étrange. Que va faire Cage maintenant ? Il pourrait raconter l'impossible, mais qui le croirait ? Il pourrait se taire, garder le secret, laisser le monde avancer. Il pourrait essayer de connaître Rita à nouveau, sans tricher avec ce qu'il sait d'elle. Il pourrait devenir un homme différent dans une vie qui lui rend enfin du temps normal. Et c'est peut-être cela, la récompense la plus profonde. Non pas seulement survivre, mais retrouver un futur qui n'est plus condamné à se répéter. Edge of Tomorrow commence avec un homme prisonnier de son image. Il finit avec un homme libre de devenir quelqu'un d'autre. La boucle a été une arme, une punition, une école, un cauchemar. Mais elle a aussi forcé Cage à regarder la vérité en face. Aucun discours ne remplace l'expérience, aucun grade ne remplace le courage. Aucune stratégie ne vaut quelque chose si personne n'accepte d'en payer le prix. Il a appris à se battre, mais surtout, il a appris à appartenir à ceux qui l'envoyaient autrefois devant les caméras. Et dans son dernier regard vers Rita, on sent tout cela. La guerre, la mort, l'humour absurde du temps, la gratitude, la perte et cette possibilité fragile. Peut-être que, cette fois, la journée ne sera pas à recommencer. La fin d'Edge of Tomorrow peut sembler légère au premier regard, presque simple. Cage se réveille, les Mimics sont vaincus, Rita est vivante et le film se termine sur un rire. Mais sous cette apparente simplicité, il y a une construction beaucoup plus riche. Le dernier réveil de Cage ne sert pas seulement à offrir une fin heureuse. Il boucle toutes les idées du film, le sacrifice, la mémoire, la répétition, la transformation. Et cette question centrale que le récit pose depuis le début, sans toujours la formuler directement. Combien de fois faut-il perdre une vie pour apprendre enfin à la mériter ? Cage ne gagne pas parce qu'il était destiné à devenir un héros. Il gagne parce qu'il a été forcé de devenir responsable. Au début, il représentait une forme de distance morale. Il participait à la guerre, mais sans vraiment être dans la guerre. Il en portait l'uniforme, il en répétait les messages. Il aidait à fabriquer l'espoir public, mais il ne voulait pas toucher au réel. Il vivait dans l'espace confortable entre l'image et la conséquence. Et c'est précisément cet espace que le film détruit. Quand Cage est jeté dans les squads J, le récit lui retire tous ses filtres. Il ne peut plus parler de courage depuis un plateau de télévision. Il doit regarder la peur dans les yeux. Il ne peut plus vendre une offensive comme une victoire probable. Il doit sentir la panique d'un homme qui ne sait même pas désactiver correctement la sécurité de son arme. Il ne peut plus raconter les soldats. Il doit devenir l'un d'eux. La boucle temporelle n'est donc pas seulement un concept de science-fiction. Elle est une punition adaptée exactement à son défaut. Cage était un homme qui évitait l'expérience directe. La boucle l'oblige à vivre l'expérience jusqu'à l'épuisement. Il était un homme qui manipulait le récit. La boucle le place dans une réalité qui se moque complètement des récits. Il était un homme qui voulait sortir du combat. La boucle l'y renvoie encore. Et chaque mort retire une couche de mensonge. C'est pour cela que sa transformation fonctionne aussi bien. Elle n'est pas instantanée. Elle n'est pas décorative. Le film prend le temps de montrer un apprentissage humiliant, physique, douloureux.
Cage devient courageux non pas parce qu'il découvre une phrase inspirante, mais parce qu'il traverse l'impossible assez longtemps pour comprendre qu'aucune autre personne ne pourra porter cette mission à sa place. Rita, dans ce parcours, est essentielle. Elle n'est pas simplement celle qui entraîne Cage, elle est la preuve vivante que ce pouvoir n'est pas un cadeau. Avant lui, elle a connu le même cauchemar. Elle a gagné Verdun parce qu'elle avait recommencé jusqu'à devenir presque intouchable. Mais cette victoire l'a transformée en symbole public tout en la laissant seule avec une vérité privée. Le monde a vu l'ange de Verdun. Il n'a pas vu la femme qui mourait, revenait, recommençait, perdait des gens et finissait par comprendre que la boucle ne sauve pas automatiquement ceux qu'on aime. Rita est donc le futur possible de Cage s'il se ferme complètement. Elle sait se battre, elle sait survivre, elle sait choisir la mission. Mais elle a aussi appris à ne pas trop espérer dans les promesses du temps. Elle a aimé ou protégé quelqu'un qu'elle n'a pas pu sauver durablement. Cette blessure explique sa dureté. Elle ne veut pas que Cage gaspille son pouvoir dans l'illusion qu'une version parfaite existe forcément. Et c'est là que leur relation devient plus intéressante qu'une romance classique. Cage connaît Rita à travers des journées qu'elle ne garde pas. Il apprend ses habitudes, ses réactions, ses silences. Il développe un attachement construit sur une mémoire déséquilibrée. Pour lui, leur lien a une profondeur. Pour elle, dans chaque nouvelle boucle, il faut presque recommencer la confiance. Cette asymétrie rend toute déclaration trop simple impossible. Le film préfère laisser l'émotion se construire dans les gestes, les choix, les pertes. À la ferme, Cage veut sauver Rita plus que la mission. Au Louvre, il accepte enfin d'honorer son sacrifice en continuant. Voilà la différence entre attachement et amour dans la logique du film. L'attachement veut retenir. L'amour, ici, accepte de ne pas gaspiller ce que l'autre donne. Rita lui apprend cela sans discours sentimental. Et Cage, dans le dernier acte, le comprend au moment le plus douloureux. La fin fonctionne donc parce qu'elle ne rend pas tout ce passé inutile. Même si Rita ne se souvient pas, Cage se souvient. Même si l'escouade J est vivante, Cage sait ce qu'elle a fait dans une autre version du temps. Même si le monde reçoit une victoire presque miraculeuse, Cage connaît le vrai prix du miracle. Le redémarrage final ne nettoie pas sa mémoire. Il nettoie la ligne temporelle, mais pas l'homme qui l'a traversée. C'est une nuance capitale. Dans beaucoup de récits, revenir en arrière efface la souffrance. Ici, elle reste dans le survivant. Cage obtient une seconde chance pour le monde, mais il ne redevient pas innocent. Il ne peut pas redevenir le communicateur superficiel du début. Il a trop vu, trop perdu, trop compris. Le temps lui rend des personnes, mais il ne lui rend pas son ancienne ignorance. Et c'est peut-être la vraie victoire. Pas seulement que les mimiques soient paralysées. Pas seulement que Paris ne reste pas le tombeau de l'humanité. Pas seulement que Rita respire encore. La vraie victoire, c'est que Cage revient dans le monde avec une conscience nouvelle. Il a obtenu ce que la boucle devait lui enseigner, la valeur d'une seule journée. Au début, une journée pouvait être pour lui un agenda, une mission médiatique, une série de rendez-vous et de discours. Dans la boucle, une journée devient un univers entier. Une journée contient des morts, des rencontres, des erreurs, des secrets, des sacrifices, des possibilités. Une journée peut être gaspillée, répétée, maîtrisée, perdue, sauvée. Et quand Cage retrouve enfin un temps normal, il sait que chaque journée qui avance est fragile. Le titre original, Edge of Tomorrow, prend alors tout son sens. Être au bord de demain, ce n'est pas seulement attendre le jour suivant. C'est vivre à la limite entre l'échec et la possibilité. Cage a été bloqué sur ce bord, incapable d'atteindre vraiment demain, jusqu'à ce qu'il comprenne comment transformer la répétition en passage. Le titre français, souvent connu sous l'exploitation de Edge of Tomorrow, mais aussi lié à l'idée de vivre, mourir, recommencer, résume encore plus directement la mécanique du film. Vivre, mourir, recommencer. Mais le film ajoute une quatrième étape, silencieuse, plus importante que les trois autres. Changer. Cage vit, meurt, recommence, puis change. C'est cette étape qui donne une âme au concept. Sans elle, le film serait seulement une mécanique brillante, un jeu d'action avec une boucle temporelle. Avec elle, il devient une histoire de transformation morale. L'action est spectaculaire, les mimiques sont menaçants, le rythme est nerveux, mais ce qui reste vraiment, c'est le passage d'un homme de la fuite à l'engagement. La réussite du film tient aussi à son équilibre de ton. Il est sombre,
mais jamais écrasant. Il est drôle, mais jamais irresponsable. Il utilise la répétition pour créer de l'humour, puis il retire cette sécurité pour redonner à la mort son poids. Il joue avec l'image de Tom Cruise, souvent associé au héros compétent, pour nous montrer d'abord un homme incompétent, lâche, dépassé. Et il donne à Emily Blunt un personnage d'action qui ne dépend pas de la validation du héros pour exister. Rita reste mémorable parce qu'elle semble avoir vécu un film entier avant que celui-ci commence. C'est souvent la marque d'un bon personnage secondaire central. On sent une histoire derrière ses silences. Verdun, Hendrix, la perte de la boucle, sa méfiance envers l'espoir facile. Tout cela donne de l'épaisseur à chaque scène où elle apparaît. Elle n'est pas seulement impressionnante parce qu'elle manie une épée géante. Elle est impressionnante parce qu'elle sait exactement ce que coûte le fait d'être impressionnante. Les Mimics, eux, fonctionnent parce que leur vraie menace n'est pas seulement visuelle. Leur vitesse les rend dangereux, mais leur pouvoir temporel les rend presque métaphysiques. Ils représentent un ennemi qui apprend plus vite que vous, qui transforme vos efforts en données, qui vous bat avant même que vous compreniez la partie. Face à eux, l'humanité ne peut pas gagner par la force seule. Elle doit reprendre le temps. Et Cage, accidentellement, devient cette faille dans leur système. C'est pour cela que l'Oméga sous le Louvre est une image si forte. L'ennemi est caché sous un lieu de mémoire, comme si la guerre contre les Mimics était aussi une guerre contre l'effacement. L'Oméga efface les défaites de son camp. Il annule les erreurs, il réécrit la réalité à son avantage. En le détruisant, Cage rend au monde la possibilité d'avoir une histoire qui avance, avec ses risques, ses pertes, mais aussi ses lendemains. Le dernier rire devant Rita peut alors se lire de plusieurs manières. C'est le rire d'un homme épuisé par l'absurdité cosmique de ce qu'il vient de vivre. Le rire d'un survivant qui retrouve quelqu'un qu'il croyait perdu. Le rire d'un soldat qui sait que la bataille décisive a déjà été gagnée alors que personne autour de lui n'en mesure encore la portée. Le rire aussi d'un homme qui comprend que pour la première fois depuis très longtemps, il ne sait pas exactement ce qui va arriver ensuite. Et cette incertitude est une libération. Pendant la boucle, Cage connaissait trop de choses. Il savait les phrases, les morts, les pièges, les gestes. Le futur immédiat était devenu une prison d'informations. À la fin, il retrouve quelque chose de précieux, un avenir ouvert. Rita ne le connaît pas encore. La conversation n'a pas encore eu lieu. La relation, si elle existe, devra se construire dans un temps normal, sans raccourci, sans répétition forcée, sans avance injuste. Le film ne nous montre pas cette suite parce qu'il n'en a pas besoin. Il s'arrête au moment exact où la machine de guerre est brisée et où la vie peut reprendre. Pas une vie parfaitement claire. Pas une vie sans traumatisme pour Cage. Mais une vie qui n'est plus enfermée dans la même matinée. Une vie où demain existe à nouveau. C'est ce qui rend Edge of Tomorrow si satisfaisant. Il donne l'énergie d'un grand film d'action, la précision d'un récit de science-fiction bien tenu et une émotion plus profonde qu'on ne l'attend au départ. Il parle de guerre, mais aussi d'apprentissage. Il parle de mourir, mais surtout de ce que la mort répétée révèle sur la valeur de vivre. Il parle d'héroïsme, mais refuse de le présenter comme une qualité naturelle. Pour ce film, le courage n'est pas ce qu'on déclare, c'est ce qu'on fait quand il n'y a plus de version facile. Cage n'est pas choisi parce qu'il est pur, il devient nécessaire parce qu'il change. Et c'est là que le film laisse sa trace. Dans cette idée que même un homme lâche, intéressé, protégé par son statut, peut être forcé par l'expérience à regarder le monde autrement. La boucle ne le rend pas seulement plus fort. Elle le rend responsable. Elle lui apprend que les autres ne sont pas des images de campagne, mais des vies entières. Elle lui apprend que Rita n'est pas une affiche, mais une personne. Elle lui apprend que la guerre ne se gagne pas par la communication, mais par des choix que personne ne pourra parfois applaudir. À la fin, Cage est le seul à connaître tout le chemin. Il est le seul à se souvenir de la plage, de l'entraînement, de la ferme, du barrage, de Paris, du Louvre, de Rita attirant l'alpha, de l'oméga explosant dans l'eau noire. Il est le seul à porter toutes ces versions, mais il n'est plus écrasé par elles de la même manière. Parce que cette fois, le souvenir mène à un monde vivant, et devant Rita, il peut rire. Pas parce que tout est simple, mais parce qu'après avoir vécu la même mort encore et encore, il se retrouve enfin face à quelque chose d'inconnu. Un vrai lendemain,